grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Du retour des coupures d'électricité et de délestage qu'on observe depuis pratiquement 3 jours dans la ville de Niamey, entraînant ainsi des sentiments de frustration et d'incompréhension. Les travaux de la deuxième conférence des chefs d'État du Conseil de l'Entente se sont déroulés ce matin sous la présidence du président Issoufou Mahamadou. Plusieurs points ont été débattus à l'issue de ces travaux. Précision dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information sur Dunia TV. À l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de la proclamation de la République du Niger et du 53e anniversaire de l'indépendance du pays, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a adressé un message à la nation. Le président a saisi cette occasion pour annoncer les différentes actions qui seront entreprises pour l'année à venir. Le chef de l'État. Nigériennes, Nigériens, mes chers concitoyens, à l'occasion du 54e anniversaire de la proclamation de la République et du 53e anniversaire de l'indépendance du Niger, je réitérais mon appel à un large rassemblement de toutes les énergies du pays pour que, dans un sursaut citoyen, nous participions tous à la construction de notre pays. Par la grâce de Dieu, nombreux sont les compatriotes qui ont répondu à cet appel en acceptant d'entrer dans le gouvernement de large ouverture formé le 13 août dernier. Ce gouvernement qui s'est attelé immédiatement à la tâche a bénéficié, comme vous le savez, de la confiance de la représentation nationale le 9 novembre 2013 pour la mise en œuvre de son programme. Cela confirme le bon fonctionnement de nos institutions et la pertinence des mécanismes constitutionnels mis en place. C'est l'occasion pour moi de saluer l'adhésion d'une large majorité de Nigériens à cette vision que je continue de porter, parce que je demeure convaincu qu'en cette phase de transition démocratique de notre pays, c'est la voie qui nous permettra de mieux y enraciner la démocratie.
Je voudrais également saluer la hauteur de vue de la classe politique qui, face aux intérêts fondamentaux de notre peuple, a su dégager un large consensus lors des discussions sur la révision de la loi électorale qui consacre le fichier électoral biométrique. Ce consensus a permis l'adoption à l'unanimité par l'Assemblée nationale de cette loi capitale pour la transparence des élections et l'approfondissement du cadre démocratique. La transparence des élections et le renforcement de la démocratie, c'est aussi la garantie de la participation de tous au processus. C'est pour cela que j'ai décidé, conformément à mes promesses électorales, d'y associer ce que j'ai appelé la 9e région du Niger, en l'occurrence la diaspora. Aussi, le gouvernement est-il instruit en vue de rendre effectif le vote des Nigériens à l'extérieur lors des prochaines élections législatives et présidentielles. C'est dire que la diaspora aura des représentants à l'Assemblée nationale. De même, le gouvernement proposera un projet de loi pour améliorer la représentation des femmes aux postes électifs. Enfin, pour mieux enraciner la démocratie et adapter la taille de la représentation nationale à l'effectif de la population et à la représentation de la diaspora, un texte de loi sera proposé en vue de redimensionner l'Assemblée nationale. Mes chers concitoyens, au-delà de nos divergences politiques et d'opinion, nous devons tous, individuellement et collectivement, avoir comme boussole l'intérêt national. Nous devons tous nous inspirer de l'exemple de dignité, de patriotisme, d'humilité et de dépassement de soi donné par le président Nelson Mandela, qui, après 27 ans passés derrière les barreaux et tant d'humiliations et de privations, a su tourner cette page sombre en pardonnant, en rassemblant ses concitoyens de toutes les couleurs et de toutes les conditions sociales autour de l'idéal de construction nationale et en quittant volontairement le pouvoir. L'action du président Mandela a permis de substituer notamment l'égalité de tous les citoyens sud-africains au régime de l'apartheid basé sur l'inégalité des races et des conditions sociales et économiques. Le 55e anniversaire de la République est justement une occasion pour nous de célébrer cette valeur républicaine par excellence que constitue l'égalité des citoyens. Je voudrais que notre jeunesse s'approprie cette valeur fondamentale qui permet la promotion de l'individu contre le communautarisme, notamment le régionalisme et l'ethnocentrisme. Je voudrais que notre jeunesse se convainque de ce qu'aucune société ne peut progresser si elle n'est pas attentive au mérite individuel. Je constate que le peuple nigérien adhère dans sa grande majorité à cette vision. En effet, les résultats d'une enquête d'opinion réalisée par Afrobaromètre montrent que 66% des Nigériens préfèrent la démocratie à toute autre forme de gouvernement. Je me réjouis de ce que 65% des Nigériens sont satisfaits de la manière dont la démocratie fonctionne au Niger. Je me réjouis aussi de ce que la presse privée soit satisfaite des conditions dans lesquelles elle exerce sa profession. C'est l'occasion pour moi de la remercier pour le trophée qu'elle a bien voulu me remettre le 4 décembre dernier en guise de reconnaissance des acquis que notre pays a enregistrés en matière de liberté de la presse. Je voudrais en retour renouveler mon engagement qu'aucun journaliste n'ira en prison pour ses opinions durant mon mandat. Néanmoins, j'exhorte la presse à plus de responsabilité, car celle-ci est le prix de la liberté.
mes chers concitoyens, depuis 2011, le Niger améliore chaque année son taux de perception de la corruption, élaboré par Transparency International. Ainsi, notre pays est passé de la 134e place en 2011 à la 106e place en 2013. S'il est indéniable que d'importantes avancées ont été enregistrées, beaucoup reste encore à faire. C'est pourquoi mon engagement à combattre ce fléau qui hypothèque les efforts de développement de notre pays reste ferme. La lutte contre la corruption et l'impunité sera intensifiée avec détermination. Tous les organes de contrôle ont été instruits pour engager une lutte sans merci contre tous ceux qui se rendent coupables de corruption ou d'infractions assimilées. Les investigations en cours seront menées à terme et les décisions appropriées seront prises pour chacun des dossiers. Dans le même chapitre, je veillerai scrupuleusement à l'exercice d'une bonne gouvernance minière et pétrolière. Cette gouvernance doit s'exercer dans un cadre de partenariat gagnant-gagnant, impliquant fortement les Nigériens et permettant à notre pays de tirer le meilleur parti de l'exploitation de nos ressources naturelles. C'est dans cette perspective que nous négocions le renouvellement des conventions de la Somaïr et de la Cominac, notre objectif étant de mieux participer à la gouvernance de ces sociétés, d'en contrôler les coûts de production, d'augmenter la valeur retenue pour le pays, de permettre à la Sopamine de commercialiser sa part de production, de reconstruire la route Tawa-Arlit et la route de Tintabraden, de mettre en valeur la vallée de l'Iraser. Par ailleurs, le gouvernement mettra tout en œuvre pour que le calendrier de mise en exploitation de la mine d'Imouraren soit tenu. Le gouvernement a également engagé un processus de reprise de la Société des mines du Liptako, SML, qui a abouti au rachat des parts de Semafo par la Société de patrimoine des mines du Niger, Sopamine. Cette opération permettra de sauvegarder les emplois et de relancer la production d'or. S'agissant du pétrole, le gouvernement a été instruit pour accélérer la construction du pipeline en vue d'exporter le pétrole brut à partir de 2016. Mes chers concitoyens, face aux défis sécuritaires, dans un environnement sous-régional marqué par les menaces des organisations terroristes et criminelles, nous ne devons pas baisser les bras. Notre devoir est de ne pas capituler, mais de travailler sans répit à défendre l'intégrité territoriale de notre pays et la sécurité des personnes et des biens. Notre devoir est de mettre fin au terrorisme et aux actions séditieuses et criminelles des trafiquants en tout genre. Enfin, notre devoir est de contribuer à la paix et à la sécurité dans la sous-région en étant présent sur tous les théâtres d'opération, comme c'est le cas au Mali. C'est pourquoi le gouvernement continue à déployer des efforts importants pour renforcer les capacités opérationnelles et de renseignement de nos forces de défense et de sécurité, dont je salue ici, à nouveau, le professionnalisme et le patriotisme. À terme, nous envisageons de créer de nouvelles infrastructures militaires pour assurer un maillage efficace du pays afin que le Niger constitue un véritable verrou sécuritaire au Sahel. Le défi étant transfrontalier, nous développons une approche plus intégrée en créant une synergie avec les pays voisins, ceux du Sahel et du Sahara. À cet égard, nous mettrons tout en œuvre pour faire aboutir les initiatives en cours, notamment l'opérationnalisation de la capacité africaine de réponse immédiate aux crises dès 2014, en attendant que la force africaine en attente et sa capacité de réaction rapide soient mises en place.
je m'efforcerai également de faire aboutir l'initiative de la création d'une organisation dédiée à la sécurité dans les pays du Sahel et du Sahara, d'ores et déjà soutenue par plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Mes chers concitoyens, comme j'ai eu souvent à le dire, la réponse aux menaces terroristes et criminelles n'est pas que militaire. Elle exige aussi le développement économique et social qui garantit les conditions de stabilisation et d'harmonie sociale, mais aussi de création de richesses et d'emplois, notamment pour les jeunes sensibles aux sirènes de l'aventure terroriste et du crime organisé. Comment ne pas mentionner ici la mort tragique dans le désert de 92 de nos compatriotes, majoritairement des enfants, dans leur tentative de migration vers nos voisins du Nord. Je salue leur mémoire et renouvelle à leurs familles respectives les condoléances de la nation affligée. À ce sujet, le gouvernement a déjà pris des mesures pour démanteler les sites d'hébergement des clandestins à Agadez et à Arlit et arrêter les passeurs et trafiquants. L'action d'assainissement va se poursuivre afin qu'un tel drame ne se reproduise plus. C'est le lieu de souligner notre fierté pour les efforts collectifs consentis qui ont facilité la libération des 4 otages français enlevés à Arlit en 2010. Je profite de cette occasion pour saluer et féliciter toutes les bonnes volontés qui ont activement contribué au dénouement heureux de cette affaire. Mes chers concitoyens, le gouvernement est engagé à opérationnaliser plus efficacement sa stratégie nationale de sécurité et de développement dans les zones nord du pays, qui, comme vous le savez, a été largement appréciée lors de la récente visite au Niger de la mission conjointe conduite par le secrétaire général des Nations Unies. Cette mission, on s'en souvient, avait pour objectif de promouvoir la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, qui fait corps avec notre stratégie nationale. La stratégie intégrée dénote l'adhésion à la vision selon laquelle il existe un lien étroit entre sécurité et développement, comme nous l'avons toujours proclamé et soutenu. Cette stratégie vise à renforcer l'efficacité de la gouvernance à travers l'encouragement des pratiques démocratiques, le renforcement des capacités de l'État afin d'assurer un accès plus équitable aux ressources et aux services socio-économiques, le renforcement des systèmes nationaux de justice, des systèmes d'alerte précoce et de réponse aux problèmes potentiels de gouvernance et aux menaces pour la sécurité. Renforcer les mécanismes nationaux et régionaux de sécurité et la coopération régionale et interrégionale entre les États du Sahel afin de faire face aux menaces transfrontalières. Assurer la résilience à long terme des populations à travers l'intégration des interventions humanitaires et de développement. Cette stratégie est une très grande opportunité qui s'offre à notre pays. C'est pourquoi j'ai instruit le gouvernement pour élaborer des projets et programmes pour que notre pays en tire le meilleur parti. Cette visite de haut niveau, la première du genre de notre pays, apparaît pour tous comme une reconnaissance internationale des efforts que nous déployons, malgré un contexte sous-régional particulièrement difficile. Cette reconnaissance nous a permis de mobiliser des ressources abondantes dont nous allons accélérer la consommation à travers le renforcement des capacités de l'administration, en faisant recours notamment aux jeunes cadres, y compris ceux de la diaspora. Mes chers concitoyens, la commémoration du 55e anniversaire de la proclamation de la République coïncide cette année avec
la fin d'une campagne agropastorale qui n'a pas répondu à nos attentes. Le déficit céréalier cumulé s'élève à plus de 340 000 tonnes, soit 10% des besoins. Quant au déficit fourrager, il est globalement estimé à 6 700 000 tonnes de matière sèche. À ce jour, le gouvernement a identifié les villages déficitaires et les populations vulnérables qui doivent bénéficier des aides d'urgence. Les services compétents de l'État ont été instruits pour prendre toutes les dispositions afin de venir en aide aux populations des zones déficitaires, de favoriser sur tous les marchés l'accessibilité des céréales et de déployer l'éventail des filets sociaux au profit des populations nécessiteuses. Je voudrais donc rassurer nos compatriotes que l'initiative 3N étant devenue opérationnelle, nous parviendrons à faire face à la situation. Le gouvernement met en œuvre un plan de soutien préliminaire couvrant la période d'octobre à décembre 2013, d'un montant de 56 milliards, dont plus de 4 milliards sont consacrés aux activités génératrices de revenus sous forme de cash ou food for work au profit de 55 000 ménages, 15 milliards à l'achat de stock, 3,8 milliards à la production maraîchère des zones vulnérables, 3,7 milliards pour les populations victimes d'inondations et de catastrophes naturelles, 1,3 milliard à la prévention des risques d'invasion acridienne. Le programme des cultures irriguées que le gouvernement vient de lancer prévoit d'emblaver 115 000 hectares. La production attendue est de 400 000 tonnes d'équivalent céréalier, une production qui permettra de couvrir largement le déficit enregistré. Le gouvernement a un programme d'appui à la campagne pastorale d'un coût de 6,9 milliards de francs CFA pour sécuriser les moyens de subsistance des éleveurs menacés par les déficits fourragers et les catastrophes naturelles. En ce qui concerne les inondations, le programme du gouvernement d'un coût d'environ 138 milliards couvre la période 2013-2015 et vise à renforcer la résilience des communautés affectées, les capacités des acteurs en charge de la prévention et de la gestion et la réduction des risques d'inondation. L'exécution de ce programme a déjà démarré avec l'appui des organisations internationales et des ONG. La Banque mondiale vient d'accepter d'allouer 53 milliards de francs CFA aux 10 programmes. Au cours des mois de janvier et février, un plan de soutien global sera préparé en rapport avec nos partenaires pour couvrir les besoins des populations affectées jusqu'aux prochaines récoltes. Mes chers concitoyens, la table ronde des partenaires techniques et financiers tenue le 9 décembre dernier à Vienne a permis de faire le point sur le programme Kandaji et de mobiliser 172 millions de dollars pour couvrir les coûts supplémentaires engendrés par la résiliation du contrat avec l'entreprise défaillante, les travaux de déviation de la route nationale numéro 1, la poursuite du programme de dédommagement et de réinstallation des populations. C'est l'occasion de remercier ces partenaires de leur confiance et de leur soutien constant à nos efforts de développement. Les travaux de réalisation du barrage de Kandaji vont donc reprendre sous peu. Toujours dans le cadre du développement des infrastructures, nous avons, en novembre dernier, conclu avec le Bénin et un partenaire stratégique le projet de réalisation du chemin de fer Cotonou-Dosso-Niamey pour un coût total de plus d'1 milliard d'euros. Ainsi, ce rêve qui semblait irréalisable devient désormais une réalité. Les travaux devront démarrer au plus tard en mars 2014. Le projet Salkdamna
est également avancée. L'évaluation est terminée. Exim Bank va se prononcer sur l'estimation du coût et du financement en février et mars 2014. Concernant la fibre optique, la convention pour réaliser une partie de la dorsale en direction des frontières du Tchad et de l'Algérie vient d'être signée le 14 décembre pour un montant de 99 millions de dollars. Je voudrais également mentionner les appels d'offres pour la réalisation des routes Arlit-Asmaka, Baleyara-Filengue, Zender-Magaria, frontière avec le Nigeria, et du pont Farié. On peut se féliciter du démarrage des travaux des routes d'Ifa-Ngimi, frontière avec le Tchad, et Goudel-Tondibia-Tondikouaré, pour la ville de Niamey. Le programme d'équipement se poursuivra avec le démarrage des travaux de réalisation de la centrale électrique de Gorubanda, le lancement de la réalisation en 2014 d'échangeurs, la réalisation de 110 km de routes bitumées, auxquels s'ajouteront les travaux de construction du 3e pont et la rénovation des principaux carrefours et places publiques. Je voudrais également annoncer le programme d'équipement de la ville de Dosso, qui abritera la cérémonie de la commémoration du 18 décembre 2014, pour lequel le gouvernement a été instruit. Les travaux du port sec vont bientôt démarrer. Mes chers concitoyens, nous sommes sur la bonne voie dans la mise en œuvre du programme de renaissance, mais les défis sont encore nombreux. Faire face à ces défis exige de chacun de nous un don de soi, le sens de l'intérêt général, l'amour du pays. Faire face à ces défis exige que toutes les Nigériennes et tous les Nigériens soient des acteurs déterminés du développement, de la paix et de la sécurité. Vive la République! Je vous remercie. C'était donc là le contenu du message à la nation adressé par le chef de l'État. C'était donc ce matin le chef de l'État que vous avez suivi dans ce message à la nation. Suite de ce journal, les travaux de la deuxième conférence des chefs d'État du Conseil de l'Entente se sont déroulés ce jour 17 décembre 2013 à Niamey. Déroulé à cette occasion, autant pour moi, le chef de l'État qu'accompagne le président de l'Assemblée nationale ont accueilli à l'aéroport de Niamey les 4 présidents venus pour ce sommet. Le national Djouri Amani vivrait ce matin 17 décembre au rythme de l'intégration sous-régionale comme en témoin ces communautés venues des pays membres du Conseil de l'Entente. C'est dans cette ambiance typiquement africaine que le président de la République, Issoufou Mahamadou, celui de l'Assemblée nationale, Hamma Hamadou, les membres du gouvernement, ainsi que les présidents des institutions ont accueilli les 5 présidents venus pour la deuxième conférence au sommet du Conseil de l'Entente. Le président du Burkina Faso est le premier à être accueilli par l'exécution des hymnes, les honneurs militaires suivis d'un bain de foule. Il est suivi par son homologue du Bénin, le président Thomas Yahi Boni, qui a bénéficié lui aussi des mêmes honneurs. Pareil pour le président togolais Faure Gnassingbé. La cérémonie d'accueil à l'aéroport Djouri Amani prendra fin avec l'arrivée du président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Après un bref tête-à-tête avec tous ces présidents dans la salle d'honneur de l'aéroport, les 5 présidents se sont rendus au palais des congrès pour procéder à l'ouverture de la deuxième conférence au sommet du Conseil de l'Entente qui regroupe 5 pays de la sous-région, dont le Bénin, le Burkina Faso,
la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo. Entente consolidée pour la paix et le développement, tel est l'intitulé du thème sous lequel s'ouvrent les travaux de cette deuxième conférence des chefs d'État du Conseil de l'Entente, un sommet placé sous la présidence du président de la République, Issoufou Mahamadou, par ailleurs président en exercice du Conseil de l'Entente. Retrouvons Isidore Banama pour le compte-rendu. La personne du président Nelson Mandela, qui fait la fierté de toute l'Afrique et dont l'exemple continuera à être une source d'inspiration pour nous. Je vous invite à observer une minute de silence, de prière et de recueillement pour le repos de l'âme du disparu. Une minute de silence en la mémoire de Nelson Mandela avant d'ouvrir officiellement cette deuxième conférence des chefs d'État du Conseil de l'Entente, placée sous le signe de la consolidation de l'entente pour la paix et le développement. Un cadre pour les différents présidents des pays membres de réaffirmer leur engagement à œuvrer pour une communauté solidaire et unie, répondant aux aspirations profondes des populations. La réunion de ce jour se tient dans un contexte porteur d'espoir pour les populations de nos villes et de nos campagnes. En effet, malgré les contingences sécuritaires planétaires, l'espace entente constitue aujourd'hui une zone de paix et de sécurité relative, de démocratie pluraliste, d'état de droit, de stabilité politique, de croissance économique et de stabilité monétaire. Cette conférence, c'était à un moment où le Mali retrouve sa stabilité politique grâce en partie aux actions des pays membres du Conseil de l'Entente. L'occasion est donc favorable pour le président malien, par la voix de son Premier ministre, de remercier ses pairs. Le Mali est associé aux travaux du Conseil de l'Entente en tant qu'observateur. Nous apprécions grandement cette association qui témoigne de la volonté d'œuvrer constamment au rapprochement et à la mise en cohérence des perspectives et politiques des différentes institutions de coopération et d'intégration sous-régionale. Nous sommes résolus à y apporter la meilleure contribution pour le plus grand bénéfice des populations de la communauté que nous formons. Pour le gouverneur de la région de Niamey, la tenue de cette conférence à Niamey prouve que la capitale nigérienne est devenue un carrefour des grands événements. Le président Issoufou Mahamadou, président en exercice du Conseil de l'Entente, a souhaité que cette deuxième conférence permette une mise en œuvre des programmes contenus dans le plan stratégique dont l'objectif est de redynamiser l'organisation et cela doit passer par l'implication active des États membres. Pour réaliser les aspirations de nos populations à la sécurité et au développement, nous devons bien sûr, en premier lieu, compter sur nos propres forces. C'est pourquoi notre organisation doit disposer de ressources suffisantes. À cet égard, les ministres ont identifié 3 sources alternatives de financement sur lesquelles la présente conférence doit se prononcer. Il s'agit de la contribution du secteur des télécommunications, de l'institution d'un timbre sur les tickets de transport interurbain et de la parafiscalité sur les vins et les spiritueux. Il nous revient, au cours de nos travaux, de choisir un ou plusieurs modes de financement. Le président en exercice du Conseil de l'Entente veut par ailleurs que la mise en œuvre des axes relatifs au renforcement de la coopération politique, de la paix et de la sécurité, ainsi que le projet de la boucle ferroviaire soit accéléré. Le Conseil de l'Entente demeure un espace économique stable, en tendance annuelle. À la mi-2013, la situation économique de notre espace est marquée certes par un ralentissement de l'activité, avec un taux de croissance de 6,3% contre 8,2% en 2012. Mais les perspectives économiques sont néanmoins encourageantes si nous poursuivons avec détermination notre combat contre le terrorisme, l'insécurité, le crime organisé et les trafics qui affectent notre sous-région. Nos initiatives, parce qu'elles visent la préservation de la paix et de la sécurité, nous permettront ainsi de répondre aux aspirations
de nos laborieuses populations à la sécurité. Cette deuxième conférence des chefs d'État du Conseil de l'Entente est donc porteuse d'espoir car elle devrait permettre la prise de décisions permettant de répondre aux attentes des populations de l'espace. Merci Isidore Banaba. 53 ans donc après sa création, le Conseil de l'Entente peine aujourd'hui encore à se faire une place de choix dans le cercle des organisations sous-régionales. Où en est le Conseil de l'exécution de son programme et surtout quelles sont les différentes perspectives de ce Conseil? Élément de réponse dans ce dossier signé Damana Abdoulaye. De l'éphémère Union Sahel-Bénin, le Conseil de l'Entente a vu le jour en mai 1959 par la volonté des dirigeants d'entente de 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, Iber Koutoukou Maga du Dahomey actuel Bénin, de Maurice Paul Yaoumego de la Haute-Volta actuelle Burkina Faso et de Djori Hamani du Niger. Organisation de coopération régionale d'Afrique de l'Ouest, le Conseil de l'Entente est par la suite rejoigné par le Togo de Yassimbe Yadema en 1966. Il a été surtout question à la création de ce Conseil de générer un fonds de solidarité qui servira d'entraide et de garantie des emprunts, dans le seul but de soutenir les pays membres les plus défavorisés. L'harmonisation de l'administration et l'uniformisation du code de travail au sein de ce Conseil était aussi à l'ordre du jour. Le Conseil de l'Entente, il a pu être créé de par la volonté de Houphouët-Boigny, le président de la Côte d'Ivoire de l'époque. Il y avait une idée qui prévalait. C'est celle qui consistait à ne pas accepter le maintien des fédérations primaires au sein de la communauté franco-africaine. C'est-à-dire que Houphouët-Boigny ne voulait pas du tout le maintien en tant qu'entité fédérale de l'AOF. C'est ainsi que la Haute-Volta et la Côte d'Ivoire vont signer un accord en février, je crois que ça doit être le 4 février 1959. La Côte d'Ivoire va également signer un accord avec le Niger le 7 février 1959. Et de facto, la Côte d'Ivoire ayant signé un accord avec chacun des deux pays, le Niger et la Haute-Volta, bien que n'ayant pas signé d'accord, se sont sentis mutuellement liés. Le 4 mai 1959, les chefs de gouvernement de Côte d'Ivoire, du Niger et de la Haute-Volta, donc il n'y a que les trois là, se retrouvèrent à Paris chez Houphouët-Boigny. Selon Maurice Yaoumego, ce fut simplement une prise de contact entre les différents chefs d'État intéressés qui permit de réaffirmer en commun notre volonté de donner le maximum d'efficacité à ce Conseil de l'Entente. Houphouët-Boigny suggéra de remettre à la fin du mois de mai 1959 à Abidjan la signature d'éventuels accords. En 53 ans de vue, le Conseil de l'Entente n'est crédité que de rares actions et serait aujourd'hui à la traîne de toutes les organisations sous-régionales, quand bien même il est la plus vieille des institutions de la partie ouest de l'Afrique. En réalité, la création des plus grandes organisations régionales d'intégration a étouffé le Conseil de l'Entente. Parce qu'elle l'a vidé de certaines de ses prérogatives. Mais à partir du moment où les raisons objectives qui ont conduit à la création du Conseil de l'Entente ont disparu, il fallait s'attendre que le Conseil de l'Entente entre dans une phase de somnolence. Le Conseil de l'Entente est tombé de la léthargie. Bien qu'il soit plongé dans une léthargie aux abonnés des réalisations faites par le Conseil de l'Entente, on peut retenir le rôle important joué par ce Conseil dans la résolution du conflit de Biafra sur le plan économique et pour rendre fluide la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux. L'un des fondamentaux même de ce Conseil, une action a été menée en vue d'instaurer
un visa d'intégration. C'était une action politique et diplomatique qui avait réussi. Le Conseil de l'Entente s'est aussi investi dans le domaine de l'agriculture, de l'hydraulique villageoise, de l'électrification rurale, du transport, du tourisme, ainsi que dans la promotion des petites et moyennes entreprises. Le Conseil de l'Entente aidait tous ces pays, même dans le cadre de la crise de l'île de l'été, en 1963. C'est le Conseil de l'Entente qui a conduit les bons offices qui ont permis de calmer le conflit sans l'avoir résolu. C'est donc en réponse à tous les mots qui minent le Conseil de l'Entente et dégager des pistes de redynamisation que les héritiers de cette vieille institution, à savoir Yahi Boni du Bénin, Blaise Compaoré du Burkina Faso, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Fauré Yassimbe du Togo et Issoufou Mamadou du Niger, se sont retrouvés à Niamey en décembre 2012 pour insuffler une nouvelle impulsion à cet espace. Le Conseil de l'Entente est né du souci de la détermination des pères fondateurs de donner espoir à nos peuples. Au rang des espoirs actuels, 6 défis restent à relever. Il s'agit du défi de l'entente, celui de la paix, de la sécurité et de la stabilité, celui de la démocratie et de la bonne gouvernance, celui de l'agriculture et de l'économie verte, le défi de la réalisation des infrastructures routières, ferroviaires et portières, et le défi de la condition sociale basée sur la solidarité. Il faut qu'elle soit refondée. Elle a été créée dans le cadre de la communauté pour servir les intérêts de la France. La communauté a disparu. Ces intérêts de la France ne correspondent plus aux intérêts des États. Donc, c'est aux responsables de ces États de s'organiser pour se fixer des objectifs. Le Conseil de l'Entente ne doit pas accepter la duplication de certaines de ses missions ou de certains de ses services avec des organisations d'intégration économique comme l'UEMOA et la CEDEAO. Il ne tiendra pas le coup. Le Conseil de l'Entente, par contre, il peut développer la solidarité, même si c'est difficile, même si c'est amer. Le Conseil de l'Entente, même avec l'existence de l'UEMOA et de la BCAO, le Conseil de l'Entente doit jouer là-dessus, sur le maintien ou la retrouvaille du fonds de solidarité et de garantie. Ben, la première chose, c'est la libre circulation des personnes et des biens. Il faut que les Nigériens puissent circuler tranquillement en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina ou au Togo. Et inversement. Et le Conseil de l'Entente doit beaucoup travailler dans le domaine de la liberté de circulation des marchandises, des capitaux et des hommes. Et ce principe existe au niveau de toutes les organisations, que ce soit la CEDEAO, que ce soit la CEDEAO ou que ce soit même les ACP, etc. Il y a partout la liberté de circulation des personnes, des biens et des capitaux qui est prônée. Mais elle n'est pas toujours effective. La première session ordinaire de la conférence des chefs d'État membres du Conseil de l'Entente qui s'est tenue en décembre 2012, il a été surtout question de lancer l'initiative de la mise en place au sein de l'espace d'une politique d'entente pour la sécurité, la paix et la stabilité. La conférence de Niamey a mis aussi l'accent sur le projet intégrateur, notamment dans le domaine des infrastructures. Dans cet esprit, les chefs d'État ont retenu comme premier projet intégrateur à réaliser dans l'espace communautaire le projet de construction de la boucle ferroviaire dénommée Entente qui reliera Parakou à Dosso, Niamey, Terra à Kaï. Si le président Issoufou venait à être président en exercice du Conseil de l'Entente, il va gérer cette organisation au moins pendant 1 an. Une année, c'est trop court pour que ça puisse servir à faire des grandes réalisations. Mais toujours est-il que des propositions peuvent être faites. Et je crois que le président Issoufou doit plutôt gérer l'existant au niveau du Conseil de l'Entente. Cet existant-là, c'est d'abord la phrase là. La liberté de circulation des personnes, des capitaux et des biens. Il faut que cette liberté-là soit effective. Et le président Issoufou doit gérer ça. Il faut qu'il lutte contre les tracasseries administratives, contre les tracasseries douanières, contre les tracasseries policières, contre les tracasseries de diverses sortes. Et il faut aussi qu'il propose
pour le Conseil de l'entente ce qu'il a proposé pour les États du Sahel, c'est-à-dire un travail profond de sécurisation du Conseil de l'entente. Il y ait une sorte de respect mutuel, une sorte d'engagement réciproque et de volonté déterminée à construire ensemble. Il a besoin d'abord de l'engagement sincère de ses pairs. Il n'est pas sorcier. Quel que soit ce qu'il voudra faire, s'il n'a pas l'engagement sincère de ses pairs, il n'ira pas loin. Il faut que les peuples soient sensibilisés. Il faut que les peuples soient embarqués. Sinon, ça va être encore un conseil de l'entente des leaders. Aujourd'hui, dans ce monde globalisé, quel axe prioritaire faut-il définir pour le Conseil de l'entente dans une sous-région aux défis et enjeux de développement multiples? C'est en cela que les 5 chefs d'État membres qui seront certainement rejoints par leurs pairs du Mali et de la Guinée-Conakry vont s'atteler pour faire de la fraternité et la solidarité le socle sur lequel ils continueront à écrire des nouvelles pages du Conseil de l'entente. Dossier signé Damana Abdullah. Et puis, demain, 18 décembre 2013, la République du Niger, vous le savez, fêtera ses 55 années d'existence. Une date importante qui, malheureusement, a perdu de sa valeur du fait qu'elle soit peu ou pas enseignée comme il se doit dans les établissements scolaires. À la veille de la commémoration de cette date, la télévision Dunia a préparé un dossier. Il est signé Idi Maman Siraji. Le 18 décembre 2013, 55 années que le Niger existe en tant que république. Une date mémorable qui doit rester gravée en lettres d'or dans la mémoire des Nigériens. Du 18 décembre et de la notion de la République, que doit-on retenir? Le principe de la République consacre la séparation des pouvoirs. Un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire. Alors, cette séparation des pouvoirs, elle doit s'exercer dans les normes, c'est-à-dire que chaque pouvoir doit être une sorte de contre-pouvoir, doit pouvoir contrebalancer les effets des autres pouvoirs. Et c'est ce fonctionnement-là qui donne à la République un sens. Si un de ces pouvoirs-là est défaillant, naturellement la République ne peut pas remplir les fonctions à elle dévolues. De 1958 à ce jour, le Niger a connu 7 républiques. De cette date, que retient la génération actuelle? Le 18 décembre, c'est la proclamation de la République du Niger. C'est la proclamation de la République du Niger. Le 18 décembre 1958, proclamation de l'indépendance du Niger. Le 3 août 1960, l'indépendance du Niger. Le drapeau du Niger a des couleurs orange, blanc, vert et au milieu il y a un disque orange. C'est notre maître de l'école qui me l'a appris. La notion de la République est si importante qu'elle se doit d'être enseignée dans les écoles à travers des cours d'instruction civique. Malheureusement, même si elle est enseignée, elle ne l'est pas comme il se doit. Un bon nombre d'élèves ne connaissent pas ce que c'est que le 18 décembre. Maintenant, on tient à revaloriser cela aux élèves. Avant, là, les enseignants apprennent ça. Maintenant, avec les nouvelles réformes, là, l'instruction civique a été ignorée. Connaître l'importance de cette date, c'est connaître en quelque sorte l'histoire de son pays. Donc cela permet à l'enfant d'améliorer ses connaissances sur le point de vue historique. Cela a une grande importance dans la formation de la personnalité de l'enfant. L'enfant à qui on enseigne l'instruction civique, il arrive à acquérir certaines valeurs civiques qui lui permettraient de vivre dans la société comme ça se doit. Un pays ne saurait suivre la voie du développement tant que ses fils ignorent les faits saillants de son histoire. Et ce travail incombe aux autorités. La République, elle se construit par l'éducation et par le travail.
On construit la République par l'éducation. L'État a la charge d'éduquer les citoyens. Parce que c'est l'éducation des citoyens qui amène à la mise en place d'un citoyen responsable. D'un citoyen qui ne se base pas sur des rumeurs. D'un citoyen qui voit l'avenir. Et cette éducation-là, c'est elle qui met en place un citoyen qui travaille. On a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. C'est le travail qui est le fondement du progrès. Et ce travail-là aussi doit être fondé sur la justice et l'équité. L'État doit assurer la justice et l'équité entre les citoyens et faire en sorte d'éduquer les citoyens dans le sens du travail, dans le sens de l'harmonie, dans le sens de la paix. La notion de la République est sans conteste le fondement de la souveraineté d'un pays. C'est une date dont l'importance doit être connue de tous les citoyens. Et pour ce faire, d'importants efforts aussi bien de la part des autorités que des citoyens se doivent d'être déployés. Suite de ce journal, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Abdou Mani, est en mission d'évaluation de la campagne agricole dans la région de Maradi. Plus de détails avec Alzouma Seni Soumaïla. Situé à quelques kilomètres de Guidarumji, le village de Gamo a constitué la première étape de l'accueil réservé par les populations de la région de Maradi au ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Abdou Mani, en mission d'évaluation de la campagne agricole dans la région de Maradi. Dans ce village, la population s'est mobilisée au bord du goudron pour saluer et encourager l'arrivée de l'émissaire du président de la République. À Guidarumji, la deuxième et grande étape de l'accueil des images parle d'elle-même. Une marée humaine s'est mobilisée pour accueillir le ministre des Télécommunications, porteur d'un message d'espoir pour le monde rural et surtout investi d'une mission capitale, à savoir celle d'écouter et d'échanger mutuellement avec les populations rurales de la région de Maradi. De Guidarumji à Maradi, en passant par plusieurs villages, l'engouement a été identique, l'accueil était au rendez-vous et la satisfaction était visible chez le ministre Abdou Mani. Restons toujours à Maradi où l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANPE, antenne de Zender, a organisé à l'attention des jeunes demandeurs d'emploi de la ville de Maradi un séminaire de formation, une initiative visant à outiller ces jeunes en technique de recherche d'emploi. RTD Maradi, Alzouma Seni Soumaïla. Contribuer à une insertion professionnelle massive des demandeurs d'emploi de la ville de Maradi, c'est l'objectif principal assigné à ce séminaire de formation organisé par l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, ANPE, antenne de Maradi, sur les techniques de recherche d'emploi. Après l'intervention de l'inspecteur du travail de la région de Maradi, qui a loué l'initiative de l'ANPE, le secrétaire général de la région a situé l'importance d'une telle rencontre. L'initiative salutaire de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, l'ANPE, en tant que structure d'appui conseil aux demandeurs d'emploi, en organisant la présente activité, entre dans le cadre d'une politique de rénovation visant à une préparation de la relève et à la performance des activités socio-économiques. La présente formation est une approche bien appropriée pour accompagner les inlassables efforts que déploient les autorités de la 7e République. Dans un monde de travail hautement concurrentiel, l'ANPE pense agir au moment opportun dans sa mission d'aider les jeunes nigériens à trouver de l'emploi. L'objectif principal de la formation, donc comme je l'avais dit, ça vise essentiellement à outiller ces demandeurs-là à travers l'élaboration du CV, comment rédiger sa lettre de motivation,
Comment passer un entretien d'embauche? Vous savez que de nos jours, quand un candidat est appelé pour passer un entretien d'embauche, il a toutes les difficultés du monde. Donc nous pensons qu'il est important qu'en tant que structure de l'emploi, que nous fassions en tout cas tout ce qui est dans notre possible pour aider ces gens-là dans le cadre de notre appui conseil que nous menons à leur endroit pour qu'ils puissent être vraiment à l'aise dans les différentes démarches. La promotion de l'emploi, pas seulement pour les jeunes, mais pour tout le monde. C'est-à-dire aussi bien les jeunes que l'âge n'est pas important dans ce que nous faisons. Nous, ce que nous faisons, c'est réduire conséquemment, exponentiellement le taux de chômage au Niger. Donc il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de vieux. L'objectif de l'ANPE, c'est de faire en sorte que tout le monde trouve de l'emploi. Notre slogan, vous avez vu, c'est un instrument de l'emploi en faveur de tous. Pendant 2 jours, ces jeunes demandeurs et futurs demandeurs d'emploi seront outillés pour être désormais efficaces dans leur démarche de recherche d'emploi. Sur un tout autre plan, inciter la jeunesse africaine à la culture du leadership, à l'éveil des consciences pour faire face à l'injustice. C'est donc l'objet de la présence au Niger du jeune conférencier congolais Omé Congo Dibenga, c'est son nom, est présent à Niamey sur invitation de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger. Écoutons-le. Avec l'ambassade des États-Unis. Je suis né aux États-Unis, mes parents sont congolais, donc je suis congolais américain et je suis là avec l'ambassade pour faire un programme avec les jeunes leaders du Mali. Donc les jeunes leaders ils vont venir de Niamey, Maradi, Zinder. On va faire un programme au sujet de qu'est-ce qu'on doit faire pour être un bon leader, surtout un leader qui veut travailler avec les jeunes du Niger. Il y a beaucoup d'injustices qui sont partout dans le monde, mais dans chaque instance, c'est les gens qui peuvent changer la situation. Donc, il faut que tous les Nigériens sachent qu'ils ont le pouvoir de changer la situation. Oui, on a la pauvreté, le chômage et tout ça, mais dans ce pays propre, on a des solutions. Donc, pendant la semaine, on va parler qu'est-ce qu'on doit faire pour changer la situation, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un plan d'action, qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler avec les gens, avec le gouvernement, avec les gens qui sont dans la rue, dans les écoles, parce que toutes les solutions sont ici, mais il faut travailler ensemble pour changer la situation. On va passer 3 jours ici avec les leaders et chaque jour on va faire des choses différentes. Un jour on va parler qu'est-ce qu'on va faire pour être un grand leader, l'autre jour qu'est-ce qu'on va faire pour avoir une grande équipe parce qu'il faut travailler ensemble, on ne peut pas être seul pour changer les problèmes dans un pays. Et on va passer notre jour avec un plan d'action, qu'est-ce qu'on doit faire spécifiquement pour changer la solution et les problèmes qui sont ici au Niger. Et je pense que chaque jour, on va avoir beaucoup de discussions, on va travailler en groupe et je pense qu'après quelques jours, peut-être comme moi, je vais apprendre beaucoup de choses de ce pays et peut-être les gens vont apprendre quelque chose aussi. L'experte en santé, Mme Wekene, a animé ce matin une conférence débat. C'était à l'Institut supérieur de santé. Il s'agit pour l'experte d'origine hollandaise d'édifier les étudiants de cet institut sur les conduites professionnelles en santé. Le compte rendu de Murtala Zebayou. Parce que la santé est la pièce maîtresse de l'organisme, l'Institut supérieur de santé ISS a organisé cette conférence animée par Mme Wekene, experte en santé venue spécialement de la Hollande pour mieux édifier les étudiants de l'ISS. Un institut très beau et c'est le premier institut avec spécialisation d'infirmière et je crois pour le futur c'est très important pour la profession. C'est comme la qualité en Europe et en États-Unis. Les étudiants me disent ISS is the best one. Très brillante, la conférencière a permis aux étudiants de revenir sur certaines règles élémentaires. Ce que nous avons retenu face à cette conférence, c'est juste, elle nous a un peu rafraîchi la mémoire sur la déontologie des sciences infirmières. C'est-à-dire quels sont les comportements qu'un agent de santé, surtout un infirmier, comment un infirmier doit se comporter devant un patient. C'est surtout ça qu'elle a un peu essayé de nous rappeler, puisque c'est des cours vraiment que nous avons déjà suivis dans les classes. J'ai retenu le secret professionnel et aussi le fait que le malade ait un dossier. Parce qu'au Niger, c'est pas fréquent de voir le malade avec un dossier, puisque
les malades ne sont pas fidèles aux cliniques. Donc demain, un jour ils sont dans une autre clinique, un jour aussi. Donc c'est pas facile de voir un malade avec un dossier dans la même clinique. Donc c'est important que les malades soient fidèles à une clinique donc, pour qu'ils aient un bon suivi. Fruit d'une longue coopération entre la Hollande et l'ISS, cette conférence débat rentre dans le cadre du renforcement des capacités des étudiants. Cette expérience-là qu'elle a dû partager avec les étudiants va leur permettre d'approfondir leurs recherches par rapport aux différents thèmes qu'elle a développés. Une vieille coopération, elle est arrivée ici pour la première fois en 2011. Et en 2011, on avait donc travaillé avec elle pour établir comment, au point de vue sciences infirmières, l'ISS va évoluer. Et dans notre programme de coopération, il y a un système de suivi pour voir si nous sommes en train, n'est-ce pas, d'évoluer dans le sens que nous avons arrêté ensemble. Et cette visite de 2013 rentre dans ce cadre-là, c'est un suivi. Et elle est venue voir est-ce que nous sommes en train d'évoluer par rapport à ce qu'il y avait en 2011. Et vraiment, en tout cas, elle nous a dit qu'elle était satisfaite de l'évolution. Très riche, cette conférence a permis aux étudiants de l'ISS d'élargir leurs connaissances, notamment sur les différentes méthodes de rapprochement entre les infirmiers et leurs patients. Dernier aspect de ce journal, le syndicat national des transporteurs libres de marchandises de la région de Zender a procédé le week-end dernier à la mise en place de son bureau, un bureau installé en consensus pour porter assistance aux transporteurs de marchandises et réguler ces secteurs. D'autres précisions dans cette correspondance de Moussa Adamou Garba. Le bureau exécutif du syndicat national des transporteurs libres de marchandises de la région de Zender a été officiellement installé ce dimanche 15 décembre 2013. C'est Al-Hajj Abdelkader Youssouf qui a été choisi pour conduire les destinées du dit syndicat. Premier vice-président Abdurrahman Seydou, deuxième vice-président Ahmed Saleh et le poste de secrétaire général revient à M. Souley Idi. Il faut préciser que ce nouveau bureau a été mis en place par consensus et en présence d'un huissier de justice, ce qui témoigne de l'esprit de cohésion et de solidarité entre les différents membres. Ce bureau aura pour principale tâche la gestion des transports marchandises, savoir qui est transporteur, qui a des difficultés et qui mérite d'être sanctionné suite à une faute. Il assure aussi une fonction de régulateur et peut apporter assistance à tout membre qui se retrouve dans le besoin. Pour adhérer à ce syndicat, il suffit tout simplement de prendre une carte de membre. Après la présentation du bureau, le tout nouveau président a pris la parole pour d'abord remercier l'assistance. Il a par la suite pris l'engagement d'honorer convenablement sa nouvelle mission. Il a aussi clairement affirmé qu'il aura besoin de la collaboration de tous pour réussir. A noter qu'une délégation de Maradi était présente à cette cérémonie. Son secrétaire général a tenu à saluer l'esprit dans lequel s'est déroulée la cérémonie. Dieu merci, avec la grâce de Dieu, donc le bureau est bel et bien installé. Et ce que nous souhaitons auprès de Dieu, donc c'est la chance de bien travailler pour bien répondre aux exigences de nos clients et de nos militants. C'est un bureau qui a été fait dans le consensus sans aucune crainte ou des mésentendements, quoi. Donc le bureau est bel et bien installé dans un consensus et ils vont bel et bien travailler. Ce nouveau bureau qui vient d'être installé va œuvrer inlassablement pour la cohésion et la solidarité entre les membres. Il doit également défendre leurs intérêts en tout lieu et en tout temps. Voilà, et c'est sur cette correspondance de notre correspondant permanent à Zender, Moussa Adamou Garba, que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Et au nom de toute l'équipe technique et puis rédactionnelle qui m'a aidé à vous le présenter, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Dunia. Au revoir.